On repart. C'est la suite de mon programme de l'été. Il a commencé avec la Potiflette de Berny qui est finie depuis plusieurs jours. Nous sommes le 2 juillet. Je suis toujours à Val-Oreille dans le Haut-Doubs. Et là, un de mes abonnés m'attend plus au nord. Il est grosso modo à la frontière entre la France, le Luxembourg et la Belgique. J'ai 3h30 de route, mais là, tu vois, il est 6h30. Je serai prêt à partir d'ici 1h parce que on attend 37 degrés. Je me suis dit, même si la route n'est pas très longue, je vais partir tôt, arriver tôt, éviter le gros de la chaleur. Donc je finis de remballer, je file, et si tout va bien, dans cette vidéo, normalement, je devrais te présenter un certain nombre de mes abonnés. Je dois passer au total au mois de juillet chez, si je dis pas de bêtises, 5 d'entre eux. Ça va se terminer en Belgique, alors ça sera pas en une seule vidéo. Parce que ça ferait trop long. Et je ne sais pas encore, ça c'est la petite inconnue, on va voir, on va découvrir ensemble. Je ne sais pas encore lesquels voudront bien passer devant la caméra, lesquels ne voudront pas. Ce que je sais, c'est que ce sont a priori tous des motards et plutôt, en général, mes abonnés, c'est plutôt du motard voyageur. Donc j'espère qu'ils accepteront de partager leurs expériences avec moi et par extension avec toi. Allez, fini de remballer et puis je te retrouve probablement à mon point d'arrivée. A tout à l'heure. Me voilà arrivé chez le premier de mes abonnés que je dois voir cet été, Lionel. Alors tu remarqueras peut-être qu'on est en voiture, c'est pas moi qui conduis. Voilà le fameux Lionel. Salut tout le monde. Et tu vas pas le croire, mais nous sommes en route pour aller dans un endroit où l'essence est quoi, 30 à 40% moins cher qu'en France, à peu près, à la louche. Un bon 20%. Un bon 20%. Alors on va pas dire tout de suite où c'est, mais tu vas découvrir un truc. Ah, tu me diras, en Espagne, dans le sud de la France, il y en a qui font un peu la même chose avec l'Espagne. Bon, tu verras dans un moment. Et si on est en voiture, c'est parce qu'on va ramener de l'essence et qu'il faut une capacité un petit peu plus importante que nos motos. C'est interdit c'est la théorie. À 41. Alors tu l'auras peut-être compris, on a traversé la frontière, on est allé faire un petit tour au Luxembourg. T'as vu les prix? Ça vaut les prix espagnols, hein. C'est hallucinant. Il me l'avait dit, mais j'attendais de le voir. C'était 1,50 le 98. Ouais, je suis preneur. Et ça y est, je suis reparti, me voilà à nouveau en route. Alors je n'ai malheureusement pas filmé grand chose avec Lionel, chez qui je suis resté presque une semaine en fait. C'est parce qu'il m'a fait une très belle surprise, un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Enfin une très belle surprise. Deux même, accessoirement. Si tu te souviens peut-être que dans la vidéo sur la Potiflette de Berny, je te mets le raccourci en haut et également sous la vidéo si tu ne l'as pas vu. Il y a un moment où je parle du fait de devoir réparer mon jean moto parce qu'il était déchiré. Bon, je l'avais depuis 2022, il a fait un paquet de kilomètres. Hein. Je suis reparti de chez Lionel avec un jean moto tout neuf. Mais ça, c'est même pas le principal en fait. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a fait une surprise, un truc auquel je ne m'attendais pas. Je l'avais déjà rencontré l'année dernière, il était venu chez Thierry, mais j'ignorais, ou peut-être que je ne me souvenais pas juste, qu'il travaillait à l'écluse de Thionville, sur la Moselle. Et en fait, avant que je n'arrive, il a pris l'initiative de négocier avec sa direction pour moi, pour que je puisse avoir accès à l'intérieur de l'écluse, pour que je puisse t'emmener là où normalement le public ne rentre pas et te montrer le fonctionnement de l'écluse de l'intérieur. Du coup, pendant que j'étais là-bas, je me suis focalisé là-dessus. J'ai voulu tout tourner, tout monter tout de suite, parce que les vues depuis l'intérieur de l'écluse, j'aurais pas d'autre opportunité. Attends, je vais laisser passer le camion. Et si jamais il m'avait manqué quelque chose, une fois reparti, c'est trop tard.
Donc j'ai bossé à fond là-dessus, j'ai tout fait, tout tourné, tout monté, j'ai toutes les vues qu'il me faut. Mais du coup ça fait que ce que je voulais faire avec Lionel, notamment te parler de lui, de sa moto, il roule en BM, on l'a pas fait du coup. Alors la vidéo sur l'écluse, tu la verras probablement, peut-être la semaine prochaine, parce qu'il faut encore que VNF, Voies Navigables de France, c'est-à-dire la boîte pour laquelle ils bossent, valide le truc. Ils ont donné leur accord, mais ils veulent voir la vidéo avant, ce que je comprends. Donc moi là, à l'heure où tu vas voir celle-ci, je suis peut-être encore en attente de leur confirmation. S'ils confirment à temps, la vidéo sur l'écluse de Thionville, ça sera pour la semaine prochaine. Donc un grand merci à Lionel, à la fois pour le jean et puis pour m'avoir permis de pénétrer à l'intérieur de l'écluse, dans le poste de contrôle, de faire des vues là où normalement tu n'as pas le droit de rentrer, quoi. Donc à présent je suis en route pour Carignan chez un autre abonné, que tu as déjà vu un certain nombre de fois dans les commentaires et dans le chat en direct, Paul, P-O-L. Il y a juste 100 km, je suis presque arrivé en fait. Ça faisait un moment que je me disais il faut que je trouve un endroit pour m'arrêter avant d'arriver chez lui et tourner cette petite séquence. J'espère qu'avec lui on aura l'occasion de voir un petit peu les environs. Et puis quoi d'autre? Ah oui, accessoirement, mon GPS m'a fait faire un crochet par la Belgique, mais je suis pas resté, j'ai dû faire 20 km en Belgique à tout casser, quoi. Pour l'instant, dans une future vidéo, j'irai en Belgique parce que le but de ce petit périple là où je remonte vers le nord, c'est qu'il y a un de mes abonnés qui m'a invité en Belgique. Mais c'est que du 21 au 25 juillet, donc entre temps, je vais voir d'autres personnes, globalement dans le nord-est de la France. Allez, je continue, puis j'espère bien pouvoir te présenter Paul tout à l'heure. Nouveau jour, nouvel endroit, me voilà présent chez Paul, que tu as déjà dû repérer dans les commentaires ou dans le chat. C'est un abonné très actif. On se connaissait pas encore personnellement. Maintenant c'est fait. Voilà, alors moi je me demande où je suis tombé. Je suis toujours en France, je suis tombé chez un Belge. Oui, il parle avec un drôle d'accent. Ouais, c'est pas faux. Et du coup là nous sommes au fort de, rappelle-moi le nom, je l'avais sous les yeux. De Villy-la-Ferté. Voilà, merci, de Villy-la-Ferté, un des éléments de la ligne Maginot, pour en visiter l'intérieur. Et c'est un endroit qui a été, ils n'ont pas tous été pris par les Allemands sur la ligne Maginot, mais ici ça a été pris. L'ouvrage de Villy-la-Ferté a été bâti en quelque sorte au rabais. Il prolonge la ligne Maginot originelle, mais il n'a pas bénéficié des mêmes crédits. Résultat, une puissance de feu limitée et une structure inadaptée à l'attaque allemande des 18 et 19 mai 1940 par l'ouest, alors que l'ouvrage a été conçu pour résister à des attaques venant du nord et de l'est. Toute la garnison sera anéantie en quelques jours, soit directement par les attaques provenant de l'extérieur, soit par le monoxyde de carbone provenant des charges de TNT utilisées par les Allemands contre la tourelle et les cloches, le gaz étant poussé par le propre système de ventilation du fort. Le souterrain reliant les deux blocs se trouve à 31 mètres sous terre, et imagine-toi que ces gars-là devaient se trimballer les caisses de munitions notamment, et puis la nourriture, la cuisine étant au sous-sol, à dos d'homme, parce que dans le bloc numéro 2 notamment, où nous sommes descendus, il n'y avait pas de monte-charge. Il était prévu un monte-charge électrique, il n'a jamais été installé. Dans le bloc numéro 1, il y avait quand même un monte-charge manuel. Et globalement, les gars devaient monter les caisses de munitions du sous-sol, du souterrain, jusqu'en haut, jusqu'aux plateformes de tir, à dos d'homme. Et certaines pesaient jusqu'à 60 kg. En entrant dans la structure, j'ai eu naturellement tendance à imaginer les conditions de vie de ces hommes. Le bruit, l'odeur des résidus de tir, l'anxiété. Mais je crois qu'on ne peut pas se rendre vraiment compte, sauf à l'avoir vécu soi-même. En tout cas, je te garantis que je ne voudrais pas avoir à passer plusieurs semaines là-dedans. Bon, après, je ne vais pas non plus te raconter toute l'histoire du lieu ici, c'est pas le but, puis ça serait trop long. Je te recommande vivement de faire la visite guidée, elle en vaut la peine, et le guide explique tout ça bien mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Ici, c'est une chambre d'officier. C'est la chambre du commandant de l'ouvrage. En 1940, c'est un lieutenant, il s'appelait Maurice Bourguignon. Alors, le lieutenant Bourguignon arrive à La Ferté au mois de mars 1940. Il est mort au mois de mai, donc 2 mois de présence ici. Et ils sont quelques-uns, comme lui, à arriver quelques jours ou quelques semaines avant l'attaque, au hasard des affectations. Alors, le lieutenant Bourguignon voit la situation de l'ouvrage se dégrader entre les 16 et 18 mai. Et dans la nuit du 18 au 19 mai, il est amené à demander un ordre d'évacuation. À ce moment-là, Bourguignon a compris qu'on ne pouvait plus rester ici et il essaye de faire comprendre au général qui commande le secteur pourquoi on ne peut plus rester ici.
Donc il lui explique que les deux blocs sont encerclés, que les Allemands ont attaqué les postes de combat, qu'il y a des fumées, des incendies, qu'il y a des blessés et des morts, qu'on porte le masque à gaz. Tout ça, Bourguignon l'a dit à ses chefs pour justifier un ordre d'évacuation. Mais il a dit aussi à ses supérieurs que le béton résistait face au bombardement, qu'il avait encore des munitions et encore des armes. Donc pour ses supérieurs, ce sont des raisons suffisantes pour rester ici. Donc on va lui refuser l'ordre d'évacuation et Bourguignon va rester ici avec tout son monde. Et lui-même va mourir asphyxié. Quand les Allemands sont entrés dans l'ouvrage, ils ont trouvé la plupart des corps dans la galerie souterraine, mais également une vingtaine dans le bloc 1 ou dans l'escalier qui y mène. Et parmi ceux-ci, ils assurent avoir trouvé le corps de Bourguignon, mort ici asphyxié. Alors là, Paul nous a trouvé un superbe point de vue. Nous sommes à l'ermitage de Saint-Walfrat, un petit peu d'altitude, quelque chose comme 300-350 mètres. C'est vrai que la vue est pas mal. Par contre, on a une difficulté en fait, comme dirait du coup mon ami belge, on ne sait pas trouver le fort où on était tout à l'heure. Il doit être quelque part par là, mais exactement, je ne sais pas dire. Mais la vue est sublime. Aujourd'hui nous sommes partis faire un petit tour en moto avec Paul qui roule sur une Kawasaki ER6F. Bon, moi toujours avec F en levant, ça n'a pas changé. Et à côté se trouve, je pense, un engin beaucoup plus puissant mais beaucoup plus ancien aussi, un char B1. Alors si ma mémoire est bonne, le B1 ça doit être un char de la Première Guerre mondiale, je crois. Char français. Deuxième ? Bah d'ailleurs il y a une plaque, ça doit être marqué. Char B1 bis. « 31 tonnes et demie, c'est l'année que je cherche. Un char d'accompagnement de l'infanterie, de rupture et de combat. Il est bien protégé par un blindage important, mais lent à faible rayon d'action. D'autre part, il nécessite un équipage bien entraîné, conduite, pointage, réglage d'armement. Il a été fabriqué en toute petite série, seuls 377 appareils ont été réceptionnés en juin 40, effectivement. Effectivement, juin 40. Alors là, celui-là est un poil plus récent, il n'a pas fait la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas trop comment il s'est retrouvé là, on va voir un peu la plaque. C'est un AMX-13 construit en 1960. Donc un peu plus moderne que le B1 bis de tout à l'heure. Le B1 bis construit en 40, ça veut dire une conception de l'entre-deux-guerres quoi. Qu'est-ce qu'il raconte là? AMX-13 C90, char français moderne construit en 1960. C'est un hommage à l'arme blindée, d'accord. Armement, un canon de 90, une mitrailleuse de 7,50, des tubes de lancement d'artifice fumigène. Poids total en tourelle, avec la tourelle et en ordre de combat, 14 tonnes et demie. La consommation sur route, 110 à 130 litres au 100. Waouh! Eh Paul, même si on arrive à le démarrer, je pense qu'on n'a pas les moyens. 110 à 130 litres au 100. Quand on a un canon comme ça, on ne paye pas. Ah oui, effectivement. Consommation en tout. Ah oui, attends. 110 à 130, c'était sur route, en tout terrain, 40 à 50 litres à l'heure. Ouais. Autonomie sur route, 350 à 400 km. Autonomie tout terrain, 9 à 11 heures. Et là, je suis monté tout seul, Paul a préféré rester en bas. Nous sommes juste à quelques mètres du char AMX-13 qu'on a vu il y a un instant. Il y a un point de vue avec une plateforme d'observation. On va aller voir. Puis essayer par curiosité de repérer le char B1 bis de tout à l'heure. Alors pour information, je crois que je ne l'ai pas dit, nous sommes au village de Stone. Comme ça se prononce. Avec 2 Z. Ouais, alors le char, je pense qu'il est caché par les arbres. Parce que le village est par là. Donc on ne le repérera pas, le char.
contre, dis donc, il y a un sacré panorama. Hein. Bon, ça... Bon, je trouve que ça gâche le paysage, mais bon, elles sont là. Très très joli. On peut pas le repérer, enfin on peut pas le voir, mais je peux dire à peu près où il est, le B1 bis, le Toulal. Tu vois la tour avec l'horloge qui se trouve juste là? Ben, le Toulal est à, allez, 20 ou 30 mètres de cette tour. On pourrait presque le voir, je pense, s'il n'y avait pas les arbres là juste devant nous, il doit être juste là. Après, si jamais il est visible sur la vidéo et que moi j'arrive pas à le repérer sur le viseur du caméscope, je vais avoir l'air... Non mais je pense qu'il est vraiment pas visible. Mais il est à 20-30 mètres de cette tour. Je sais pas, il y a une espèce de pirate, un emmerdeur, tu le vires de la table, dans la seconde qui suit, il y revient. Un salopio. Je m'appelle Toutouf, je m'appelle Toutouf, je ne m'appelle pas Salopio. Mais on est copains, c'est mon pote. Hein? Donc là on a raté le coche, mais il y avait le carton de la pizza qu'on est en train de chauffer. Il s'est couché dessus en fait. Un bonhomme. Voilà, tu vois... C'est chez lui en fait, hein. Il passe sous ton nez, il passe sur ton assiette, il s'en tape en fait. Celui-là, quand il n'y a pas quelque chose à grappiller. Hein? Oui, parce qu'on ne lui donne jamais rien. Ouais, il meurt de faim, ça se voit. Je suis obligé de reculer, le caméscope n'arrive pas à faire le point, il est trop proche. Sa capuche. Bandit, voyou. On peut même pas le manger, il est nourri, hein, mais il n'y a rien à manger dessus. Il a un gros ventre, quoi, mais ça ne se mange pas, ça a des gros ventres. Et le pinard de Sébastien, interdiction. Oh, bah attention, tu vas me faire passer pour un poivron. Diou. Canaille. Ouais, canaille. Ah, tiens, t'aurais dû l'appeler canaille. Canaille. Plutôt que toutouf. Canaille, ça lui va bien. Ouais, hier, tu me disais que dans cette maison, il y a eu des mitrailleuses installées au sous-sol pour attendre les Allemands, quelque chose comme ça? Oui, ça... Donc, à l'époque, évidemment, le bâtiment là n'existait pas. Ouais. Ça couvrait 2 routes, 2 accès possibles depuis la Belgique, depuis Florenville. Ouais, au niveau du croisement par lequel on est arrivé, qui est là-bas, quoi, en fait. Oui, voilà. Et la Belgique est à 2 pas. La Belgique est à 2 pas ici, on va bientôt y aller tantôt. C'était un accès privilégié pour venir ennuyer un petit peu les Français. Et donc la maison là avait été préparée. Oui, donc c'est un leurre. C'est un leurre. Parce que le bas c'est un bunker. Ouais. Donc solide, en béton armé. Ça ressemble à une maison, mais ça n'est pas une maison. Ça ressemble à une maison vue de loin. Ils se sont dit, les Allemands sont tellement bêtes. Mais à mon avis, oui, là, clairement, ils se sont leurrés eux-mêmes parce que les 2 années qui ont précédé l'attaque allemande, il n'y a jamais eu autant de touristes allemands qui venaient étudier le truc. Oui, en France, dans les Ardennes, parce que là, dans le Nord. Là, clairement, c'est un emplacement pour une arme. Hein. Oui, ce sont... Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc on est en train de rénover ça. Et ils ont... Et là aussi. Ils réaménagent ça comme à l'époque. Oui, c'est-à-dire que normalement, tu trouves pas ça chez toi. Hein. Bon, non, c'est un soupirail. Il faut avoir des gros rats pour... Oui, très très gros. Du oui, pour l'échelle. Pour l'échelle, c'est... Rien que... C'était du costaud, hein, même les épaisseurs de béton. Ah oui, je me doute. Là, il y a un impact. Est-ce que c'est un impact d'époque? Je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas.
Oui, là, c'est un autre emplacement pour une arme, peut-être quelque chose de plus gros. Une arme anti-char ou quelque chose. Ouais, un canon. Les autres... Oui. Et les Allemands ont oublié un verre, là. Ah. Ils vont peut-être venir le rechercher. Avec le soleil, je vois pas bien. Oui, il y a un verre qui traîne. Bon, il paraît que l'endroit depuis a été utilisé pour d'autres raisons. Oui, j'étais sur le point de dire, effectivement, ces petits emplacements-là, c'est plus genre mitrailleuse. Oui, hein, mais ça, là, c'est plus gros, ouais. Je pense. Alors, il y a encore ici une... Par contre, l'accès n'est pas évident. C'est plein de broussailles. Il y a quoi donc? Un poste de mitrailleuse. Ah oui, encore un, oui, comme les autres. Ouais. Alors, je vois que les travaux avancent parce que... Ah, il y avait un escalier extérieur. J'ai remis une porte blindée qui est verrouillée, donc on ne sera pas. Ah oui, il n'y avait pas, donc on ne peut pas rentrer du coup. On ne sera plus rentré. Voilà. Bon, on l'aura vu de l'extérieur, mais... Alors ici, il y avait l'accès. Je pense que quand tu passes et que tu connais pas, tu sais pas ce que c'est, tu devines pas. Non, en fait. c'est un leurre. Ah ouais. C'est un leurre, hein. Voilà l'accès à l'étage. Ouais. Je suppose que c'est là qu'ils faisaient la popote. Probablement. Ouais. Bon, je vais aller jeter un oeil parce que ça c'est ouvert. Peut-être qu'on voit, peut-être que d'au-dessus on voit en dessous. Ah, peut-être, oui. Non, c'est bien fermé. Donc on voit pas. Non. C'est une pièce unique. Ouais, alors les volets en acier montés sur rail, pareil, c'est pas les volets de ta maison de chez toi, ça. Hein. Tiens, regarde ce qu'on disait il y a un instant. On a fait peut-être quoi, 1 kilomètre à tout casser et encore. On est pile sur la frontière franco-belge. Donc à gauche la France, là-bas, tu vois le B, c'est la Belgique. Et juste sur la frontière, il y a ce mémorial. Alors Paul m'expliquait il y a un instant que les 6 personnes que tu vois là ont été en fait torturées en 1944 dans la maison fortifiée, le leurre, la simili-maison qu'on a vue il y a un instant. Donc en fait l'endroit s'est retourné quelque part contre eux, quoi. Et ça c'est pour ne pas oublier. Donc sur ce, on continue côté belge, c'est ça? Oui, on va continuer côté belge. On va continuer par là. Alors donc là, on a une vue sur la Belgique, on est bien d'accord. En face, c'est pas la France. La France est derrière nous. En Belgique, oui, c'est un village gaumais. Donc la Gaume, c'est un peu la France qui s'est perdue en Belgique. Ah bon? Oui, un certain Napoléon Bonaparte a perdu la guerre à Waterloo. Alors si tu lui demandes, faut pas aller en Belgique si tu lui demandes à lui. Ça va, lui, bon, il ne fait pas partie de mes relations, mais bon, on ne sait jamais. Mais bon, lors du traité qui a suivi, avec Talleyrand et la Bande à Vienne, donc ce morceau-ci a été rattaché aux Pays-Bas. Puisque la partie Belgique a été gérée par la famille d'Orange. Voilà. Et ici donc c'est la Gaume, c'est la région géologique comme Carignan, c'est la même chose. D'accord. Et si on regarde au lointain, il y a une crête. Ouais, d'accord. C'est la séparation naturelle entre la Gaume et l'Ardenne belge. D'accord. On dit Ardennes belge au singulier, Ardennes française. Ah oui, tandis que nous c'est au pluriel. Oui. Mais là c'est une région géologique qui est sur le schiste. C'est pour ça qu'on y trouve des ardoisières. Notamment de l'autre côté de la crête, il y a le village d'Herbeumont qui est reconnu sur ces ardoisières. D'accord. Alors, autre petit point remarquable ici. Oui. Dis-moi tout. Il y a un petit pont sur la Smois. Ah oui, d'accord, je l'aperçois, ouais, là-bas. Il a été réparé il y a peut-être une quinzaine d'années. Ce n'était pas un pont piéton ou chevaux ou quoi, c'était un pont pour le tram vicinal. Pour le train ou le tram? Le tram vicinal. Il y avait un tram vicinal. Oui, ici dans la région Wallonne, on avait un tram vicinal. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il suivait les routes finalement. Ouais, d'accord. Les routes. Et l'armée française
on recule en 1940, l'a fait sauter. Ah, donc c'est pas le pont d'origine ça. Donc non, et les ruines, les piles du pont, bon, il n'est pas gigantesque, hein, c'est un petit pont sur la soie. C'est un petit pont. Mais les piles du pont sont restées là, à peu près intactes, pendant 60 ans peut-être. Et ils ont refait le tablier. Et ils ont refait le tablier et maintenant ben, c'est une voie verte. D'accord. On appelle Ravel en Belgique. D'accord. Ravel, le Vel, c'est du vélo, mais ça s'appelle un Ravel. D'accord. Et voilà la soie qui continue. Il n'y a plus de tram en fait. J'étais tout gamin à Libramont, on devait être en 1958-59. Mon papa, il m'avait pris dans sa camionnette puisqu'il était artisan, il donne un coup de frein et je vole dans le pare-brise de la camionnette. Et il s'arrêtait pour le tram qui traversait la route. Parce que le tram était prioritaire. Hein. Ils ne savent pas s'arrêter les trams. Hein. Et avec les roues en métal, ils ne savent pas s'arrêter. Bah, comme un train. Hein. Oui, c'est un petit train quoi. C'était des voies métriques. Explication là aussi. Alors là du coup on est passé de l'autre côté de la crête de tout à l'heure, bah ça serait pareil en face là des fois? En partie oui, hein. Donc on est en Ardennes ici. Là on est en Ardennes belge. Avec toujours la Snoie. Et encore une belle vue, tu connais le nom de l'endroit? C'est le tombeau du géant. Ah oui, le tombeau du géant. Tombeau du géant. Tu m'avais dit. Il y a deux légendes, il y a deux explications. Il y a l'officiel que les gens sont en train de consulter sur le panneau. Mais moi, quand j'étais petit, on disait toujours c'est là que le cheval Bayard est enterré. Donc le cheval Bayard, c'est un animal mythique, né des amours improbables entre un serpent et un dragon. Et ça donne un cheval, ça? Ça a donné le cheval des 4 fils Aymon. 4 fils Aymon qui étaient en bagarre avec Charlemagne. Et Charlemagne les a poursuivis toute sa vie. Hein, mais sur le cheval Bayard, le cheval Bayard arrivait à sauter des vallées entières. Ça, c'est les gènes de dragon, ça. Ça, je ne sais pas, c'est pas de ma famille. Alors, notamment à Dinan, il y a le rocher Bayard. Ouais. C'est une roche fendue, les voitures passent entre les deux, et ce serait Bayard qui l'aurait fendu d'un coup de sabot. Ça c'est un gaillard, Bayard. Ah, tu m'étonnes. Et donc, d'après la légende que moi on m'enseignait quand j'étais gamin, Bayard serait enterré là, ce serait... Au milieu, entre les deux bras de rivière. Voilà, ce serait son tombeau. Voilà, légende... Sinon, la légende officielle, elle est inscrite sur le panneau, là. Mais moi, je n'aime pas qu'on casse mes rêves d'enfant. Alors, effectivement, sur le panneau, il y a la légende officielle d'un géant nommé Trévire et compagnie. Mais tu sais quoi? Je préfère la version de Paul, donc on va garder la version de Paul. Donc là, c'est Bayard qui est enterré. Voilà. Non. Non, mais... Alors, évidemment, je pouvais pas passer en Belgique sans manger une vraie frite, c'est pas possible. Oui, avec des pickles belges. Ah ouais. Le pickles, c'est du belge. Voilà. Alors je confirme, la frite belge est très bonne, surtout comparée aux frites surgelées qu'on a mangées chez Paul hier, il n'y a pas photo. C'est toi qui l'as dit en premier. Et me voilà sur une aire de repos belge. Je suis reparti de chez Paul ce matin et mon GPS m'a encore fait faire un détour par la Belgique. Ma destination se trouve en France, à Rémy-Virquin, pas loin de Dunkerque. J'ai repéré un petit camping sympathique avec un moulin à eau. J'espère qu'on pourra le visiter. Et ça sera la dernière partie de la vidéo. En attendant, j'ai trouvé un nouveau jeu pour passer le temps sur la route. Je compte les panneaux, attention, chaussée dégradée. Je peux te dire qu'avec ce détour par la Belgique, il y en a un paquet. Paul m'avait dit hier, juste avant d'entrer en Belgique, puisqu'on allait y faire un petit tour, c'est là qu'on a mangé la frite, etc. Elle m'avait dit que les routes belges, c'était pas ça. Je l'ai constaté sur le moment avec lui, effectivement, il a raison. Et là aujourd'hui, avec ce petit détour qui n'est pas si petit que ça, surtout que j'ai raté une sortie, donc ça m'a un peu prolongé, je suis resté en Belgique plus longtemps que prévu. Ouais, les panneaux chaussée dégradée, mon jeu c'est un jeu difficile parce qu'il y en a beaucoup.
C'est pas partout comme ça, mais il y a quand même pas mal d'endroits, malheureusement il a raison, pas mal d'endroits où ils auraient besoin de, même plus de réparer, là on n'en est plus à ce stade là, faut refaire. Bref, très content de mes quelques jours chez Paul, franchement j'ai rencontré quelqu'un de fort sympathique. C'est un peu le truc amusant quand je vais à la rencontre de mes abonnés, si tu veux, je ne sais pas à l'avance sur qui je vais tomber, comment ça va se passer, la personnalité de l'abonné en question, l'endroit où il vit, c'est très varié, c'est toujours la surprise et en fait j'adore ça. Et avec Paul ça s'est super bien passé, en plus lui il était très content aussi parce que bon, je pense qu'il était content d'avoir de la compagnie et puis j'ai pu lui régler l'heure sur le tableau de bord de sa moto. Alors, on a fait au total en 2 jours on a fait environ 160 km ensemble. Ça aussi il était content parce que c'est une machine qu'il a depuis pas très longtemps, il l'avait pas bien en main, maintenant il commence à l'avoir en main. Je lui ai même montré comment régler le frein avant qui était trop sec, donc il est super content. Moi aussi, j'ai encore fait une belle rencontre. En plus, tu as vu dans la vidéo où il nous a emmenés dans des endroits où il pouvait nous raconter un peu l'histoire du lieu, des choses comme ça. Et ça, c'est génial d'avoir quelqu'un qui connaît et qui te raconte. Donc ouais, vraiment très très content. Allez, je poursuis ma route. Je te retrouve du côté de ce moulin à eau. Je pense que ça devrait être très très joli. J'ai réservé pour quelques jours et après j'ai un abonné qui m'attend sur Valenciennes, mais ça sera pour une future vidéo. Après ça ferait trop long. Et puis j'aurai pas le temps de la boucler pour mardi prochain de toute manière. Là nous sommes samedi. Je pense que demain j'aurai fini la vidéo. Voilà. Allez, je continue. À plus tard. Je te retrouve là-bas. Et bien le voilà, le fameux moulin dont je parlais tout à l'heure. Alors malheureusement nous ne le verrons que d'un seul côté. En discutant avec la propriétaire du camping tout à l'heure, elle m'a expliqué qu'en fait de l'autre côté, avant que le pont ne soit fermé, parce que tu as bien vu il y a une barrière, il y avait 2 campings en fait, et puis l'autre côté, un des propriétaires est décédé, ça a été racheté, maintenant c'est privé. Du coup l'autre côté du moulin, avant on pouvait faire le tour, on ne peut plus malheureusement. Bon, l'endroit reste quand même très très joli, entre parenthèses. En tournant mes vues d'illustration il y a un instant, là je me suis fait une remarque. Dans la vidéo sur l'écluse de Thionville que tu n'as pas encore vue, du coup j'attends la confirmation. Il y a un moment où Lionel parle du fait que avant les écluses, on en a tous vu dans les films, ça s'ouvrait à la main, tellement parce que ça demande très très peu de force. Là, je pense qu'il y a un mécanisme très similaire. Ça n'est pas une écluse. Tu vas voir, il y a une barrière qui se manœuvrait à l'époque à la main. Je pense qu'il était certainement destiné à rediriger une partie de la force du courant vers la roue à aube du moulin. Et comme ce que décrit Lionel dans cette fameuse vidéo que du coup tu n'as pas encore vue, c'était manuel. On montait et on descendait la porte à la main et c'est une porte guillotine et il y avait des écluses exactement comme ça, sauf que là le but n'est pas de faire monter le niveau de l'eau pour passer un bateau. Et je pense que le mécanisme est exactement le même. D'ailleurs j'enverrai peut-être quelques images à Lionel, à mon avis il va me confirmer ça. Ouais, donc le camping où je suis, camping du Moulin à Rémy-Virquin, je ne sais pas si je le prononce correctement, ça s'écrit avec un W. Tout en haut, dans le département du Nord, pas très loin de Dunkerque et à 2 heures de Valenciennes. Franchement, je suis bien tombé. Je tenais à le mentionner avant de terminer la vidéo. Accueil comme ça, franchement, c'est un accueil 3 étoiles. Déjà, je suis arrivé, j'explique que ma rallonge ne fait que 3 mètres. Il faudrait que je sois très proche d'une borne électrique. Pas de problème, dans les 5 minutes, j'avais un enrouleur de 10 mètres. Déjà, rien que ça. Après, à l'arrivée, on t'offre une bière. T'as vu ça où, toi? Tu arrives dans un camping, on te souhaite la bienvenue, on t'offre une bière. C'est quand même rare. J'ai un petit peu sympathisé avec les propriétaires ou gérants d'ailleurs, je ne sais pas. Franchement, je te dis l'accueil comme ça. C'est un petit camping, tout simple, tranquille comme j'aime en plus. Alors le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'il faut faire 10-12 km pour trouver un supermarché. On peut pas tout avoir. Petit camping tranquille, sympathique, avec un accueil 3 étoiles au bord d'une rivière. On peut difficilement faire mieux, sincèrement, et tarif raisonnable. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je crois que j'ai dû payer quelque chose avec l'électricité 13,50.
Alors il y a quelques années, je cherchais des campings à moins de 12 €. Avec l'inflation, honnêtement, 13,50, on est dans la fourchette que je recherche. Voilà, on peut difficilement faire mieux. Je suis là depuis hier soir, franchement, je recommande. Voilà. Sur ce, et la suite des aventures, ça sera dans une prochaine vidéo. Je vais me rendre en Belgique, j'ai un abonné à voir sur Valenciennes. 2 auxquels je passerai peut-être dire bonjour, mais chez qui je ne vais pas passer la nuit non plus. Et le point culminant, ça va être en Belgique. Je vais rester quoi, 5-6 jours, un truc comme ça, et visiter la région avec un Belge qui lui du coup vit en Belgique, parce que Paul ne vit plus en Belgique. Ceci, tu as remarqué qu'il nous a montré quand même des belles choses. Je pense qu'il aurait bien aimé que je reste un peu plus longtemps, Paul, mais au bout d'une dizaine de jours, entre Lionel et Paul, si tu veux, je commençais à avoir besoin de retrouver ma tante en fait. Ça m'a fait du bien de replanter ma tante et de dormir une nuit dans ma tente sur mon lit de camp. J'en avais besoin. Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et pour te récompenser de ta patience, tu sais quoi, l'année dernière, j'en ai vu un autre de moulin, alors celui-là, je l'ai vu de plus près, oui. C'est un moulin à caractère historique, on va dire, puisque c'est le moulin de Daudet. Et aussi une autre rencontre, c'est mon ami Christophe, originaire d'Arles, qui à présent vit à Nîmes, qui m'a emmené là. Du coup, je vais te mettre 2 vidéos. L'une, c'est le moulin de Daudet, et l'autre, c'est ma rencontre avec Christophe, c'est le Pont du Gard. Si tu ne les as pas vus, tu vas voir, ça mérite le coup d'œil. Et puis, une chose absolument, pour moi, impressionnante, à l'époque où il était enfant, Christophe lui garait son 50 cm3 au pied du Pont du Gard pour plonger directement sur l'une des pieds. Aujourd'hui, c'est plus possible, hein, malheureusement. Voilà, le moulin de Daudet, le Pont du Gard, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Oh, pardon, excuse-moi. Ça, c'est la petite bière qu'ils offrent à l'arrivée. Je ne l'ai prise qu'aujourd'hui. C'est la petite bière. Et sur ce, je te dis à bientôt.